Ben déjà, merci de m'avoir invité et de votre intérêt pour ce sujet qui est un peu atypique. Je n'ai pas de conflit d'intérêt dans la présentation et je ne suis pas juriste, donc il est tout à fait possible que je dise des bêtises, même si j'ai essayé de me renseigner au mieux ces 2 dernières années sur ce sujet qui est qui est assez particulier. Donc, la sexologie existe en France depuis 70 ans à peu près. Je ne vais pas vous faire l'historique. Il y en a qui l'ont déjà fait à ma place et qui l'ont bien mieux fait que moi. Elle est représentée par pléthore d'associations, plusieurs sociétés savantes, une revue à comité de lecture, une revue généraliste. Il existe même une plateforme de référencement dédiée aux sexologues, Sexologues France, et 2 plateformes de consultation en ligne. Des congrès, bon, le seul problème qui existe aujourd'hui, c'est que le métier de sexologue n'existe pas, il n'est pas reconnu, il n'est pas inscrit au RNCP ou à France Compétences, et c'est pareil pour sexothérapeute et thérapeute de couple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire RNCP? C'est Registre national des certifications professionnelles, c'est en fait l'ancienne dénomination de France Compétences. Tous les métiers que vous exercez aujourd'hui, à l'exception de celui de sexologue, existent et sont référencés très probablement sur France Compétences. Ce n'est pas le cas du métier de sexologue. À l'inverse, le titre de coach, quel que soit le substantif qui lui est accolé, est référencé. S'il n'existe pas de titre, il n'y a pas de raison qu'il existe un cadre juridique, donc aucun texte qui régisse cette activité. Est-ce que ça pose un problème? Ben, c'est peut-être ce que je vais essayer de vous démontrer ce soir. Alors, pas de titre, pas de loi. En revanche, il existe en France une multitude de formations en sexologie dispensées dans des structures publiques, essentiellement les universités, ou dans des écoles privées. Elles forment en quelques jours, plusieurs mois, plusieurs années. Aucune de ces formations n'est reconnue par le système européen BMD, c'est-à-dire Bachelor, Master, Doctorat, ou en français licence, Master, Doctorat. Donc, pas de reconnaissance internationale. Le diplôme interuniversitaire de sexualité est dispensé dans 11 universités en France. Il dure 3 ans. Il y a un examen annuel, donc tous les ans, la production de mémoire universitaire et un examen national en dernière année. Alors, je vous parle de celui-ci parce que je le connais, je l'ai terminé il y a un an. Il n'y a pas d'angélisme ou de sectarisme de ma part dans mon discours, hein, pas du tout. C'est juste que je ne parle que de ce que je connais un peu. Les autres formations, je les connais beaucoup moins bien, même si depuis quelques mois, je me suis entretenu avec pas mal de gens qui ont réalisé d'autres formations, que ce soit en France ou à l'étranger. À ma connaissance, c'est la seule formation nationale avec un programme commun. Alors, qui peut réaliser le DIU de sexologie? 7 professions sont autorisées à s'inscrire, infirmiers, kinés, médecins, pharmaciens, psychologues, psychomotriciens et sages-femmes. Pour les autres professionnels, une commission interuniversitaire décide sur dossier de la possibilité d'intégrer la formation. Les professions les plus fréquemment rencontrées, autres que ces 7 professions, sont, à ma connaissance, les conseillères conjugales et familiales et les ostéopathes. Alors, qui dirige le DIU? Depuis sa création il y a une quinzaine d'années, c'est le Collège français de sexologie et de santé sexuelle, qui, anciennement CCPU, qui manage le DIU pardon, avec donc les programmes, les évaluations nationales, l'archivage des mémoires, donc tout ce qui concerne le DIU. Il gère également la commission interuniversitaire qui valide les inscriptions des professions non autorisées, ce dont je viens de vous parler. Son président est élu pour 3 ans. Il est assez difficile à trouver, le président. Enfin, une fois qu'il est élu, on peut l'interroger, mais apparemment, on ne se bat pas pour avoir ce rôle de président. Donc, on va voir que le fait que le collège n'ait pas de statut, que ce soit en fait une simple commission universitaire, donc pas de statut, pas de budget, et que ce n'est pas une personnalité morale, va très probablement poser problème dans l'avenir si jamais on envisage de revaloriser, en tout cas d'inscrire le titre de sexologue au RNCP. Alors, est-ce qu'on peut tous se prétendre sexologue en France? Eh bien, absolument, oui. Tout le monde peut le dire puisqu'il n'y a pas de titre. Donc, tout le monde peut dire qu'il est sexologue aujourd'hui en France. Et ça risque de poser un petit problème. Il n'y a aujourd'hui aucune limite à l'exercice clinique de la sexologie. Vous n'êtes même pas tenu d'avoir un casier judiciaire vierge pour exercer la sexo. Mais ça ne s'arrête pas là. Désolé, celle-là, elle arrive un peu tard. Euh, Si vous exercez la sexologie sans diplôme antérieur relevant du Code de la santé publique, donc si vous n'êtes pas professionnel de la santé, vous aurez plus de droits et moins de devoirs que des influenceurs ou des influenceuses. C'est-à-dire que à partir du moment où votre profession initiale est tenue par le Code de la santé publique et par d'autres instances, eh bien, vous aurez beaucoup plus de contraintes que de gens qui ne sont pas forcément formés.
Donc, en l'absence de loi, ce sont les différentes instances qui représentent chacune des 7 professions qu'on a vues au départ, plus celles qui vont se greffer par la suite, qui seront chargées de faire appliquer le code de la santé publique et le code de déontologie de chaque profession. Alors, que disent les instances? Donc, les associations et les fédérations, donc ce qui représente les conseillères conjugales familiales, les psychomotriciens, les psychologues, les ostéopathes et les orthophonistes, je vous liste les principales professions. Rappelle que le titre n'existant pas, il n'y a pas de loi qui légifère cette activité, donc elle reste assez peu regardante en fait sur l'exercice clinique qui pourrait être pratiqué par ces professions. En revanche, les ordres nationaux, donc les IDE, IMK, pharma, médecins, dentistes et sages-femmes, sont beaucoup plus regardants et beaucoup plus cadrants sur les limites de l'activité. Les ordres adoptent une vision excessivement prudentielle qui devient rapidement restrictive en comparaison de celles et ceux qui ne sont pas soumis au Code de la santé publique. Donc, je vous parle essentiellement des influenceurs ou d'autres personnes. Alors, ce qu'il faut comprendre sur la réglementation, c'est que les ordres ont un droit discrétionnaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la capacité, sans aucune contrepartie, de décider de ce qui peut et doit être fait dans la profession en fonction de règles qu'ils vont établir eux-mêmes. Donc, il n'y a pas de contrôle étatique là-dessus. Alors, évidemment, ça se passe bien dans la majorité des cas, sauf que dans le cas précis de l'exercice clinique de la sexo, ça devient particulièrement restrictif. Donc, en cas d'infraction à une norme réglementaire, donc si on ne respecte pas le code de déontologie, les ordres possèdent une justice disciplinaire, qui leur permet d'aboutir à des contentieux assortis de sanctions potentielles. Il convient donc, à mon avis, de s'en tenir précisément à leurs recommandations. Alors, quelles sont-elles? C'est là où ça devient un peu compliqué. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de textes, mais c'est les réponses ordinales. Donc, j'ai essayé de mettre en gras ce qu'il y avait de plus frappant. Donc, ça, c'est la réponse qui concerne le service juridique de l'Ordre national des IDE, donc des infirmières. Donc, on nous rappelle que la qualification d'infirmière sexothérapeute n'existe pas, que la sexothérapie ne fait pas partie du décret de compétence des infirmières et que on ne peut pas exercer la sexothérapie et l'activité d'infirmière libérale ou même d'infirmière de structure sous une même étiquette et qu'il convient de les différencier et de les séparer complètement. C'est-à-dire qu'on va vous demander d'exercer dans 2 structures différentes, dans 2 villes différentes, et il doit y avoir une étanchéité absolument parfaite entre votre activité d'infirmière et votre activité de sexologue. Qu'est-ce qui se passe pour les kinésithérapeutes? Eh bien, à peu près la même chose. Ce qui pose problème essentiellement pour les kinésithérapeutes, pardon, c'est l'inscription du titre, enfin l'inscription, pardon, du DIU à leurs compétences, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer en théorie ce diplôme auprès de votre ordre national ou de votre ordre départemental. Dans la réalité, moi, j'ai recueilli beaucoup de témoignages d'IMK qui n'ont pas réussi à faire inscrire ces nouvelles compétences auprès de leur ordre. Et le troisième ordre qui a été interrogé, qui a bien voulu nous donner une réponse, ce sont les sages-femmes. Donc là aussi, elles ne sont pas habilitées à prendre en charge les dysfonctions sexuelles masculines, donc elles ne doivent pas recevoir de public masculin. Donc ça veut dire pas d'hommes, mais ça veut dire aussi pas de couple hétérosexuel ou pas de couple homosexuel homme. La sage-femme ne devra pas faire état de sa qualité de sage-femme au sein de son autre activité. Donc, c'est exactement pareil que pour les infirmières. Il faut qu'il y ait absolument une étanchéité parfaite entre les 2 activités. Donc, 2 cabinets, 2 villes différentes, 2 facturations différentes. Enfin, c'est assez restrictif. Je n'ai pas réussi à obtenir de réponse de la part de l'Ordre des médecins. Je ne suis pas médecin. Donc, quand ils ont vu qui j'étais, ben, ils ne m'ont pas répondu. J'ai demandé à certains médecins de ma promotion de les interroger. C'est en cours, ça prend du temps. Quand vous interrogez un ordre, c'est assez compliqué d'obtenir des réponses rapidement. Donc, les 3 professions que je viens de vous citer représentent aujourd'hui 40% des promotions modernes, c'est-à-dire des promotions contemporaines. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir 40% des promos récemment diplômés, donc IDE, sage-femme, IMK, qui vont avoir des difficultés à exercer. Il y a une autre profession qui pourrait poser problème, ce sont les conseillères conjugales et familiales. Alors, je préfère anticiper la question parce qu'elle viendra à un moment ou à un autre. Si jamais un jour on commence à parler de revalorisation, c'est pas pour. Enfin, ce qui pourrait poser problème, c'est la durée de la formation, en fait. C'est-à-dire que toutes les professions qu'on a vues ont des formations qui durent en moyenne plus de 2000, voire plus de 3000, voire pour les médecins plus de 7000 ou 8000 heures. Pour les CCF, à ma connaissance, je crois que c'est moins de 600 heures. Et c'est quelque chose qui pourra peut-être à un moment poser problème. Donc c'est bien aussi de pouvoir en parler
parce qu'on accueille dans les promotions modernes beaucoup de gens qui aujourd'hui ont quand même des difficultés à pouvoir exercer. Donc, je vais vous parler rapidement de ce que j'ai lancé parce qu'en fait, au courant du mois de juin, je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à me poser des questions sur l'activité de sexo en France. Et donc, j'ai lancé un sondage en ligne en étant intimement persuadé qu'au bout de 2 mois, on serait 15, que je plierais le dossier et que j'essaierais de faire comme tout le monde, c'est-à-dire de travailler bon an, mal an, en essayant de voir quelques patients. Pas du tout. Voilà, on s'est retrouvé 750 personnes en 3-4 mois. Tout consolidé, c'est 686 personnes parce qu'il y a des gens qui se sont référencés à plusieurs reprises. Alors, que l'on peut répartir comme suit, il y a 30% de médecins qui ont participé, 18% de sages-femmes, 18% de psychologues, 18% d'IDE. Ces quatre professions représentent 83% des personnes référencées. Les conseillères conjugales et familiales, qui ne sont, je vous le rappelle, pas autorisées au départ à réaliser ce cursus, sont 2 fois plus nombreuses que les psychomotriciennes et 5 fois plus nombreuses que les pharmaciens. Donc, il y a quand même des choses qui sont assez étonnantes sur les personnes qui ont participé. Je passe rapidement sur la répartition des facultés qui ont participé. Donc, majoritairement Toulouse. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai été formé et que, évidemment, entre promos, on se connaît et que c'est beaucoup plus facile de faire confiance à quelqu'un qu'on a déjà vu, qu'on a déjà entendu, avec qui on a déjà discuté, que quelqu'un dont on n'a jamais entendu parler. Il y a eu ces 15 dernières années autant d'étudiants, à ma connaissance, d'après les infos que j'ai, autant d'étudiants à Toulouse que dans les universités de P5, P7, Lyon, Nantes, Marseille et Lille. Donc, ça veut dire que la projection totale de personnes référençables qui pourraient être intéressés par cette idée de revaloriser, enfin d'inscrire la profession comme titre, la projection, c'est 1200 personnes. Ça commence à faire du monde en France, c'est pas rien. Donc rapidement, les années de diplôme, ça aussi, je trouvais que c'était assez évocateur. On constate que toucher les anciens sexologues, ça reste quelque chose de très très difficile. 70% des personnes qui ont participé sont représentées dans les 10 dernières promos, c'est-à-dire 2015-2025. Ça aussi, c'est assez évocateur. C'est-à-dire que pour aller capter des gens qui ont été diplômés avant 2010, c'est très, très compliqué. Il y en a, mais c'est très compliqué. Il y a un autre élément aussi qui est intéressant à regarder, c'est, je vous rappelle tout à l'heure que je vous disais qu'il y avait 30% de personnes qui sont de formation médicale. On s'aperçoit que cette tendance, elle s'inverse énormément. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une très large majorité de médecins qui étaient diplômés. Aujourd'hui, c'est moins de 25%. Et ça baisse. Donc là aussi, il faudra peut-être s'interroger sur le pourquoi. Alors, je vous parle rapidement des autres niveaux de contrôle, parce que là, je viens juste de vous parler de ce que vos instances vont vous imposer. Elles vont vous dire, vous pouvez faire ça dans ce cadre-là et de telle et telle façon. Mais il y a aussi d'autres organismes qui vont vous contrôler, notamment les organismes qui sont payeurs. Je crois que je m'adresse essentiellement à des gens qui travaillent à l'hôpital ou dans des structures publiques, si je ne dis pas de bêtises. Il faut savoir que si vous réalisez des consultations dans une structure publique, un organe de l'hôpital, pour le qualifier ainsi parce que je pense que ça parlera plus facilement à tout le monde, va décider de ce que doit être tarifée cette consultation. Aujourd'hui, comme il n'existe pas de titre et qu'il n'existe pas de réglementation juridique, il n'y a bien évidemment absolument aucun code qui existe auprès des instances, enfin, auprès des organismes qui nous payent. Donc la CPM, pour faire simple, il n'existe aucune lettre clé pour facturer une consultation de sexo. Donc ça pose souci également de savoir s'il faut faire de l'honoraire libre dans toutes les structures publiques, privées ou en libéral, ou est-ce qu'il faudra un jour envisager de créer une lettre clé dédiée à l'activité de sexo. Pourquoi un médecin généraliste va prendre 25 euros? Pourquoi un médecin spécialiste va prendre 35 euros? Pourquoi quelqu'un de très coté va prendre 100 euros en honoraire libre? C'est aussi une question qu'il faudra peut-être se poser. Ensuite, un dernier point de contrôle qui concerne essentiellement les personnes qui réalisent des consultations libérales. Si vous mixez deux activités, votre activité initiale et celle de sexologie, il faudra, dans le meilleur des cas, que cette activité de sexologie ne dépasse pas un certain seuil. Sinon, les organismes qui vous contrôlent, et il y en a beaucoup, vont tiquer. Ça va les alarmer. Alors, malgré le fait que vous cherchiez à exercer une profession qui n'est pas reconnue aujourd'hui en France, vous voulez vous faire connaître, parce qu'évidemment, aujourd'hui, il faut quand même un petit peu exister si vous voulez arriver à être connu par les patients et arriver à ce qu'ils vous contactent pour prendre rendez-vous. Donc, comment on fait pour être référencé? Ben, c'est assez compliqué parce qu'en 2001, enfin en 2021 ou 2022, je ne sais plus exactement, Doctolib, qui hébergeait un peu tout et n'importe quoi, a fait un très très grand ménage. Donc, vous ne pouvez pas spécifier sexologue sur votre fiche Doctolib. Ce que vous pouvez faire,
dans le descriptif de votre fiche, c'est dire que vous exercez la sexologie. Ce qui pose souci, c'est qu'aujourd'hui, Doctolib ne contrôle pas votre niveau de connaissance dans ce domaine très précis. Il ne s'intéresse pas à savoir si vous avez un diplôme, si vous avez fait des stages et quelle est la nature de ce diplôme. Donc, ça veut dire que vous avez des gens qui très clairement n'ont jamais réalisé de formation en sexo et qui expliquent sur Doctolib qu'ils sont qualifiés pour exercer la sexologie. Sexologue France, c'est une plateforme qui a vu le jour justement quelques mois après le fait que Doctolib ait fait un peu le ménage. C'est une plateforme qui est très récente, qui est très peu connue, où il y a peu de professionnels qui sont référencés à ma connaissance. Et donc, évidemment, c'est très compliqué pour les patients d'arriver en tapant, enfin, en étant sur Google, d'arriver à vous trouver. Donc, comment se faire connaître? Ben, voilà, créer du contenu, comme beaucoup d'influenceurs. Eux, ça cartonne, je peux vous le dire, parce que pour connaître quelques chiffres, je peux vous assurer qu'il y a quand même des choses qui sont assez interpellantes. Donc, est-ce qu'il faut changer de paradigme? Bon, moi, je pense que oui. Comment on fait? Ben, ça passe déjà par le fait de se compter, savoir si on est nombreux ou pas à vouloir changer la façon, enfin, à savoir si on veut être référencé ou pas, à savoir si on veut changer vraiment de paradigme, à savoir si on veut vraiment créer un titre de sexologue, comment on va faire pour le créer, quel chemin il va falloir emprunter, et la route va être particulièrement longue normalement. C'est pas quelque chose qui va se faire assez facilement. Aujourd'hui, on est un peu moins de 700 en France à s'être référencés, mais je pense que si cette procédure était un petit peu plus diffusée dans les facultés notamment, je pense que beaucoup plus de personnes se référenceraient. Je pense aussi que si on essayait de toucher les sexologues très, très expérimentés qui sont diplômés depuis, enfin, avant 2010, voire avant 2000, voire avant 1990, on pourrait vraiment être très, très nombreux. Je pense qu'on peut être à peu près 1500. Et donc, après, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai élaboré une petite stratégie, c'est solliciter le collège de sexo. Donc, je suis en contact assez étroit avec son président pour essayer de faire émerger quelques idées. Il faudra, à mon avis, modifier très rapidement le collège et le transformer en une association parce que je pense que c'est probablement un des organes enfin, aidés par les associations en sexo, comme on a vu au début, qui sont très, très nombreuses qui pourrait négocier avec l'État. Si on veut que le collège négocie, il faudra absolument qu'il soit une personnalité morale, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Il lui faudra un budget, il faudra qu'il soit très indépendant. Il faudra bien évidemment communiquer avec les ordres, parce qu'on a vu que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même 40% des promotions modernes qui sortent, qui sont quasiment privées d'exercice de façon indirecte par des obligations ordinales qui deviennent quand même particulièrement contraignantes. Il faudra évidemment faire une analyse de toutes les formations qui existent en sexo en France. Ça, c'est probablement quelque chose que l'État fera si jamais ils sont intéressés par le sujet, ce qui n'est absolument pas acquis, pour savoir quelles sont les formations qui pourraient être inscrites, qui pourraient être reconnues, quelles seraient les possibilités de passerelles qui existent, qui pourraient être envisagées entre chaque formation. Donc ça, c'est un gros dossier aussi. Il faudra qu'à un moment ou à un autre, on sache qui fait quoi en France. On n'en a absolument aucune idée. On ne sait pas qui exerce la sexo en France aujourd'hui. On ne sait pas qui est diplômé, de quelle formation, avec quelle expérience clinique. Est-ce que cette activité représente 100% de leur activité clinique? Est-ce que cette activité représente 10% de leur activité clinique? Pourquoi des gens arrêtent en cours de formation? Pourquoi des gens n'exercent pas une fois qu'ils sont formés? C'est des choses qui sont, à mon avis, importantes. Il faudra évidemment créer un titre et légiférer par la suite. C'est un très, très gros dossier. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire facilement, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'envisageable. En tous les cas, ce qui a déjà été fait, l'expérience qu'on peut analyser, qui est quand même vachement intéressante, je pense, c'est le fait qu'il y a 30 ans, les médecins ont réussi à se fédérer, à minima, et obtiennent certaines choses de leur ordre, et aussi pour partie de l'État, en tout cas l'État qui n'a pas été bloquant particulièrement, pour pouvoir reconnaître l'exercice de la médecine sexuelle. Donc, si ce sujet vous intéresse, bon, ben, déjà, vous pouvez me contacter avec cette adresse mail et puis surtout, vous pouvez flasher sur ce QR code ou éventuellement aller sur ce lien TinyURL pour pouvoir regarder enfin, prendre connaissance de la note, enfin, ce que j'ai appelé au départ une note juridique et qui en fait aujourd'hui n'est plus du tout une note juridique, c'est une analyse globale de la situation en France, de l'exercice de la sexo. Au départ, elle faisait 20 pages et comme je l'avais imaginé, elle a été implémentée petit à petit par l'expérience et les retours de chaque personne qui ont pu témoigner. Aujourd'hui, elle fait 60 pages. C'est un peu lourd, mais en tout cas, en ce qui concerne vos professions respectives, je pense que c'est important d'en prendre connaissance parce que vous verrez qu'il y a quand même de grandes disparités et que ce n'est pas anodin dans cet exercice si particulier. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup.
Je vous en prie. efficace. J'essaye.